Bonjour, bonsoir, tout dépend du côté de la planète où vous nous suivez à l'instant. Bienvenue dans Grand Format, votre magazine d'information. Grand Format traite sous tous les angles, tous les sujets qui nous interpellent dans tous les domaines. Ce soir, Grand Format jette son dévolu sur les nouvelles dispositions fiscales contenues dans la loi de finances 2026. On en parle avec le directeur de la réglementation et du contentieux à la Direction générale des impôts et des domaines, M. Alain Frédéric Kanga. Bienvenue dans Grand Format. Avant d'entrer dans le vif du sujet, posons les bases. Qu'est-ce qu'une loi de finances et pourquoi celle de 2026 mérite-t-elle une attention particulière? Pour répondre à ces questions, voici d'abord ce reportage. La loi de finances, acte législatif par lequel le Parlement vote le budget de l'État. Elle autorise officiellement le gouvernement à percevoir les impôts et à engager les dépenses publiques pour une année donnée, tout en fixant justement l'équilibre budgétaire global. En clair, la loi de finances constitue le principal outil de pilotage économique et financier d'un pays, car elle détermine la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire qui en découle. En République du Congo, celle de 2026 a été adoptée par le Parlement et promulguée par le président de la République à travers la référence loi numéro 42-2025 du 31 décembre 2025. Elle est chiffrée à hauteur d'un montant équilibré prévoyant des recettes de 2550 milliards de francs CFA et des dépenses de 2320 milliards de francs CFA. La loi de finances 2026 connaît une hausse par rapport à celle de l'an dernier. La nouvelle, elle se caractérise par une hausse de prévision de croissance économique portée par le secteur hors pétrole et l'introduction de mesures fiscales issues du dialogue public-privé pour alléger la pression sur le secteur privé. Sa particularité, 3,6% de croissance économique globale contre 3,1% en 2025, soutenue par une dynamique accentuée du secteur hors pétrole prévue à 4,2%. Les réformes fiscales pour le secteur privé, contrairement aux exercices précédents, cette année marque un allègement des contraintes pour les entreprises. La suppression du paiement préalable des droits et taxes, l'obligation pour les employeurs de présenter un certificat de non-redevance à la CNSS, la suppression du paiement préalable des droits et taxes, l'obligation pour les employeurs de présenter un certificat de non-redevance de la CNSS pour quitter le territoire. L'année 2026 doit marquer une rupture technologique irréversible, devant mettre un terme au cloisonnement des systèmes informatiques au sein du ministère des Finances, du budget et du portefeuille public, ou, plus directement, entre la Direction générale des impôts et des domaines et les autres administrations. Ainsi, la digitalisation que prône son Excellence Monsieur le Président de la République n'est plus une option technique. Elle est le pilier central de notre système fiscal. C'est tout le sens de l'accélération des réformes que le gouvernement déploie fermement cette année. Une démarche de bonne gouvernance permettant aux citoyens et aux partenaires sociaux de comprendre véritablement comment les fonds publics sont alloués et quelles sont les orientations stratégiques du gouvernement. Le gouvernement a fait le choix de ne pas alourdir la pression fiscale nominale sur les entreprises formelles, favorisant un meilleur climat des affaires et une prévisibilité dans le secteur privé. Au sortir de cette cérémonie de vulgarisation de la loi de finances 2026, nous avons interviewé un contribuable. Voici sa réaction à propos de ces nouvelles dispositions. Des allègements pour le secteur privé, certes, mais pour le contribuable, la situation demeure lourde sur les impôts. Partant du grossiste au détaillant. Aboubakar Siema, secrétaire général du syndicat des commerçants du Congo, s'exprime. Ce qui est réel, il faudrait que les lois qui sont prises dans la République soient des lois qui permettent aux investisseurs de s'installer. Parce que si certaines lois ne nous permettent pas de s'installer correctement ou bien d'attirer les investisseurs, alors c'est là où il y a problème. Le commerçant, par exemple, qui prend un produit ici à Kiltele ou bien à Maluku, dans la zone économique spéciale, que vous venez pour lui demander les sources d'approvisionnement, alors que vous savez que ces produits-là sont des produits locaux qui sont déjà produits dans le pays et que ces produits doivent être acheminés auprès du consommateur final. S'il n'y a pas de consommateur, s'il n'y a pas de preneur de produits, par exemple de Dangote, vous savez le ciment.
Dangote ne viendra pas ici avec un sac ou bien des sacs pour livrer à n'importe qui, mais il faudrait qu'il y ait des gens qui vont prendre auprès des Dangote pour venir vendre auprès des consommateurs finaux. Mais quand vous lui demandez les sources d'approvisionnement, alors que vous savez que le produit qu'il livre, Dangote supporte déjà au niveau de la fiscalité certaines taxes qui ont été fixées par l'État. Et quand vous voulez que ce monsieur qui est parti prendre quelques sacs auprès de Dangote, qu'il devienne encore une société pour déclarer les produits qu'il vend, alors c'est là où il y a un peu d'ambiguïté. Nous sommes inquiets. Débutons à présent notre entretien avec le directeur de la réglementation et du contentieux à la Direction générale des impôts et des domaines qui va nous donner plus d'éclaircissements ou si vous voulez plus d'informations sur ces nouvelles dispositions fiscales. Alors nous sommes avec le directeur de la réglementation et du contentieux de la Direction générale des impôts et des domaines, M. Alain Kanga. Il va nous donner quelques explications ou nous donner quelques éclaircissements sur ces nouvelles dispositions fiscales contenues dans la loi de finances 2026 qui a été vulgarisée dans le lancement de la campagne de vulgarisation a débuté aujourd'hui à Brazzaville. Alors, Monsieur Kanga, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Jusqu'ici, tous nos revenus étaient regroupés dans un seul impôt appelé IRPP. La loi de finances 2026 le supprime et le divise en 4 impôts distincts selon le type de revenu. Concrètement, est-ce qu'un simple salarié ou un petit commerçant va payer plus ou moins d'impôts qu'avant? Et que doivent-ils faire dès aujourd'hui pour se conformer à cette nouvelle règle? Oui, merci Madame la journaliste. Hier, l'IRPP faisait l'objet de cet élément pour payer l'IRPP de manière globale. Aujourd'hui, les 7 éléments ont été réduits à 4, notamment l'IBA, impôt sur le bénéfice d'affaires, et l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, l'impôt sur le revenu foncier et l'impôt sur traitement et salaire. Alors, aujourd'hui, pour un fonctionnaire qui n'exerce pas une activité économique dans le périmètre du Congo, n'a que son salaire va payer seulement l'impôt sur traitement et salaire. Et donc, il ne va pas connaître pour l'heure l'augmentation des impôts ou de la charge. Non, la loi a fait juste une innovation du barème. Et le barème est là par rapport au paiement des salaires de 2026. Les fonctionnaires ont constaté que leur revenu a dû augmenter légèrement pour l'ensemble des fonctionnaires. Le revenu a donc connu une légère augmentation de combien? C'est proportionnellement à l'autre là, aux tranches, parce que le barème est calculé en fonction des tranches où on se retrouve. Parce que l'année dernière aussi, on se rend compte que la disposition ou la mesure que le gouvernement avait prise par rapport au SMIC, cette disposition n'a pas été prise en compte. Donc dans la loi 2026, nous avons tenu compte de ça et vous allez constater que la première tranche sur ce barème, l'impôt est seulement de 1200 pour l'année. Et donc, le salaire de chaque individu a dû augmenter parce que nous n'avons pas pris toute la transposition de cette réforme et mettre dans la loi nationale. Donc le salaire de tout le monde a augmenté légèrement, il y a eu une légère augmentation. C'est ça. Cette question a beaucoup fait parler. Avant, un père de famille ou une mère de famille payait moins d'impôts parce que la loi tenait compte du nombre d'enfants à charge. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, en 2026. Comment une famille nombreuse doit-elle se préparer à cette nouvelle réalité? Va-t-elle forcément payer plus? Là encore, c'est une question que bon nombre de Congolais se posent. Effectivement, une très belle question. Cette réforme voudrait bien qu'on regarde la charge au niveau de chaque foyer. C'est ce qu'on appelle le foyer fiscal. Mais pour l'heure, la transposition, nous ne sommes pas allés encore jusqu'à ce niveau parce que nous avons des études internes à faire pour pouvoir arriver à une transposition effective.
Pour le moment, rien n'a changé. Le foyer et le quotient familial restent intacts comme hier. L'État dit vouloir faire payer plus de personnes plutôt que de faire payer davantage ceux qui paient déjà. Qui sont concrètement ces Congolais ou ces entreprises qui échappaient à l'impôt et qui vont désormais être concernés? Comment va-t-on les identifier et les enregistrer? Bon, le système fiscal congolais est un système déclaratif. Ça veut dire quoi? Pour calculer l'impôt, dans un premier temps, le contribuable lui-même doit venir faire sa déclaration. Maintenant, le contribuable, quand il vient faire sa déclaration, c'est là où maintenant nous, le fisc, on s'approprie pour pouvoir faire le contrôle. Mais si le contribuable n'est pas venu s'identifier ou faire sa déclaration fiscale, ça veut dire qu'il est dans le noir. Et quand il est dans le noir, lorsqu'on va faire un contrôle physique sur le terrain, on va constater qu'une boutique numéro tant tenue par X ou Y n'est pas connu de chez nous. À ce moment-là, on va chercher à le prendre pour le mettre dans notre assiette pour pouvoir élargir l'assiette. Donc les contribuables qui ne sont pas connus de chez nous, ce sont les contribuables que nous appelons qui évoluent dans l'informel. Et donc il faut chercher à les ramener dans le système pour que notre base d'imposition s'élargisse. Mais qu'est-ce que vous faites au niveau de la DGID pour faire passer l'information justement auprès de ces entreprises qui évoluent dans l'informel, parce qu'on a l'impression que nombreux ne sont pas informés de toutes ces dispositions? Oui, nous avons une nouvelle direction que nous appelons direction du répertoire et du fichier. Cette direction est chargée de faire le contrôle. Ils font les descentes sur le terrain. Quand ils font le descente sur le terrain, et ils vont se rendre compte qu'il y a des contribuables qui ne sont pas connus de notre fichier. Donc on va les répertorier pour les amener à intégrer le système, notre base. Voilà. Le gouvernement veut augmenter les recettes fiscales de 17% en 2026. C'est un objectif très ambitieux. Sans créer de nouveaux impôts lourds, comment l'administration fiscale compte-t-elle concrètement atteindre cet objectif? Le contribuable ordinaire va-t-il en ressentir les effets? Bon, là, le ministre a souligné lors du lancement de la vulgarisation en disant qu'il y a des réformes qui se réalisent déjà, notamment la télédéclaration et télépaiement. C'est à partir de cet instrument qui permet de capter la petite recette qui arrivait et il ne va plus avoir l'intervention humaine. Et tout va se passer de manière digitalisée, c'est-à-dire rien que le fait de donner un OK à ta banque pour payer, et l'argent va aller directement dans le compte du trésor au niveau de la banque centrale et il n'y aura plus l'intervention humaine. Et donc la télédéclaration et télépaiement sont des éléments ou des réformes nouvelles qui permettent de sécuriser la recette qui va rentrer. Donc cette réforme contribue à l'amélioration de nos pratiques pour pouvoir renchérir la caisse du trésor public. Sont-elles déjà en vigueur? Oui, c'est en vigueur. Depuis le mois passé, il y a eu des essais qui ont été faits par le cabinet à travers le prestataire et ça marche bien, la télédéclaration et télépaiement. En parlant de digitalisation, le ministre des Finances, dans son discours, a parlé du lancement bientôt d'une application dénommée Futa. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage en quelques phrases? Oui, la réforme sur Futa est une réforme liée au mode de paiement digitalisé. C'est-à-dire, au lieu de payer par chèque, au lieu de payer en espèces, le système Futa voudrait bien qu'il y ait seulement 3 intervenants à distance. Il y a le contribuable qui vient à l'administration fiscale, fait sa déclaration à partir de notre système d'information et on lui sort un état de liquidation. À partir de cet état de liquidation, c'est généré à partir de Futa où il demande le mode de paiement. Et le contribuable lui-même, à distance, qu'il soit à l'étranger ou dans sa maison avec le système informatique, il clique le mode de paiement
pour la déclaration qu'elle venait de faire à travers l'état de liquidation. Et la banque, le message va à la banque. Le banquier est aussi déjà informé du compte du contribuable. Dès que le message là arrive, lui, il donne seulement le OK. C'est lui-même, le contribuable, qui donne le OK. Et du coup, le compte du Trésor public à la Banque centrale est crédité directement. Donc, il n'y a aucune intervention d'une personne humaine. Il a également parlé de la SFEC. La facturation électronique certifiée qui permet à ce qu'on capte la totalité de la TVA. Parce que la TVA aujourd'hui, c'est un impôt indirect le plus gros de l'État. Après l'IS, c'est la TVA. Cette TVA-là fait l'objet aujourd'hui des crédits auprès des contribuables qui réclament encore à l'administration. Donc ce système SFEC permet à ce que tout ce qui est facture va passer par cette plateforme pour cerner qui a vendu quoi et combien. Donc, c'est pour les entreprises qui font la facturation électronique. C'est-à-dire, c'est pas les factures qu'on saisit à la main, c'est ce qui se passe tout à l'informatique et à travers la machine. Et c'est ça qui fait que, une fois que tout se passe à partir de ce SFEC-là, on arrive à capter la totalité de la TVA. Parce que l'absence de cette réforme faisait de telle sorte que les contribuables manipulent les factures. Or, le système là, comme c'est déjà connecté avec les entreprises, lorsqu'ils facturent ou lorsqu'ils achètent, on saura la TVA collectée et la TVA déduite. Depuis ce système-là, le contribuable lui-même sait que lui l'a vendu tant et la totalité de la TVA va revenir à l'État. La loi de finances a fait de telle sorte que ces machines, les entreprises doivent les acheter. Quand ils vont les acheter et l'amortissement se fait dès la première année, de telle sorte que cela ne pèse pas dans sa trésorerie. Pour le moment, on a ciblé les contribuables qui sont dans les grandes entreprises et ceux qui sont dans les petites et moyennes entreprises, parce qu'on sait que ceux-là ont une comptabilité réelle, ils sont dans le régime du réel. Mais après, on va passer pour ceux qui sont dans l'informel ou la comptabilité manuelle pour les ramener vers le système du SFEC. En donnant des explications sur Fouta, il y a des similitudes avec le télépaiement. Est-ce qu'il n'y aura pas télescopage au finish? On ne fait pas la même chose dans les deux cas? Télépaiement et Fouta? Et Fouta, parce que vous avez parlé de connexion avec les banques, oui. C'est la même chose pour le télépaiement. Oui. Est-ce qu'au finish, ça ne rejoint pas la même procédure? Effectivement, c'est la même procédure. Fouta, c'est le nom de la réforme qu'on a mis. Mais en un mot, c'est télépaiement. Les entreprises de l'État vont désormais être obligées de verser au moins 30% de leurs bénéfices au trésor public, comme toute entreprise privée. Pourquoi cette mesure n'existait-elle pas avant et comment va-t-on s'assurer qu'elle sera vraiment appliquée? Qu'est-ce que cela va changer pour le budget national? Oui, madame, l'État, à travers ses entreprises, investit. Or, un investissement doit avoir un retour. Aujourd'hui, vous créez une entreprise, le temps de recouvrer plutôt d'avoir les bénéfices. Mais l'État, à partir de cette disposition, oblige maintenant les gestionnaires de ces entreprises de prouver un retour à l'investissement au profit de l'État, de telle sorte que le trésor public soit aussi alimenté. Monsieur le directeur, certains produits du quotidien bénéficient désormais d'un taux de TVA réduit à 5% au lieu de 18%, et d'autres en sont totalement exemptés, comme l'eau minérale produite au Congo et le gaz butane. Comment un simple citoyen ou un petit revendeur peut-il savoir quels produits sont concernés par ces réductions? Va-t-il vraiment sentir la différence sur les prix en boutique? Oui, voyez, les produits dont vous citez là, ce sont les produits de première nécessité et qui touchent le social. La réforme a voulu bien faire de telle sorte que l'eau qui est produite au Congo ne doit pas payer la TVA. S'il paye la TVA, ça veut dire que le prix à la boutique va augmenter. Donc, lorsque c'est le taux zéro de TVA, ça permet à ce que sur le panier de la ménagère, ça pèse pas. Donc l'eau qui devait coûter par exemple une bouteille de 500, alors on a enlevé la TVA, ça doit coûter par exemple 200 ou 250, de telle sorte que le panier de la ménagère ne pèse pas. Voilà. On a enlevé carrément la TVA ou on l'a réduite?
il y a certains secteurs qu'on a réduits à 5% et d'autres on a carrément exonéré, à l'exemple de l'eau produite au Congo. Tu vois, on a parlé de l'eau produite au Congo, du gaz butane, voilà. On va voir un autre exemple. Le sel, le poisson salé, ça ce sont des produits, l'État a supprimé carrément le taux, la TVA. Voilà. Et pour ce qui concerne les qui bénéficient de la réduction, du taux réduit à 5%. Il y a eu toute une liste que le législateur a énumérée, il y a le riz, il faut que j'ai la liste. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour les Congolais qui se plaignent tout le temps de la cherté des prix. Avec cette nouvelle disposition fiscale, le panier de la ménagère sera allégé et donc c'est au grand bien de la population. La question suivante, monsieur le directeur, la loi exonère les chauffeurs de taxi, de taxi-bus et de mototaxi de la taxe de roulage annuelle. Est-ce que tous les chauffeurs en bénéficient automatiquement, y compris ceux du secteur informel? Que risque un chauffeur qui n'est pas encore enregistré au fichier des contribuables et comment peut-il régulariser sa situation? Oui, alors l'exonération de la taxe de roulage à ce secteur d'activité, ceux qui font les motos, les bus et taxi-moto, c'est là aussi c'est le social du Congo. Parce que il y a la jeunesse. Le président avait proclamé l'année de la jeunesse et qui se poursuit. Le législateur a compris que bon nombre de jeunes se sont lancés là pour pouvoir trouver un petit revenu. Pour encourager les jeunes, le législateur a souhaité qu'il faut exonérer ceux-là de la taxe de roulage, de telle sorte que leur petit revenu ne puisse pas peser en payant la taxe de roulage ou les droits de stationnement. Tout à l'heure, dans votre exposé, vous avez mentionné quelques produits cosmétiques, les mèches, où la taxe a augmenté, ce qui veut dire que, mesdames, désormais, vos perruques vont coûter cher sur le marché parce qu'il y a une nouvelle taxe qui a été ajoutée là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Qu'est-ce qui a été prévu et pourquoi? Bien, là, il s'agit des droits d'assises. Ce sont des taxes pour des produits qui sont contre la santé. Ces droits ont fait l'objet d'une augmentation de taux simplement parce qu'on se dit que ce sont des produits de luxe. Tu vois. Pour certains, par exemple, les champagnes. Le champagne fait partie d'un bien de luxe. C'est pas n'importe qui, un Congolais lambda peut se permettre d'aller acheter une bouteille de champagne. Il y a des champagnes qui coûtent moins cher aujourd'hui. Non, champagne, ça rentre dans la catégorie de la boisson de luxe. Et donc, le législateur a pensé qu'il faut augmenter le taux d'imposition là-dessus. Il y a non seulement les perruques, il y a aussi les produits cosmétiques qui contiennent les hydroquinones. Ça joue contre la santé avec le temps. Monsieur le directeur, certaines grandes entreprises ont des accords fiscaux spéciaux avec l'État. Appelées conventions d'établissement, ces entreprises doivent désormais faire des déclarations obligatoires sous peine de sanctions. En quoi ces conventions profitaient-elles à ces entreprises au détriment du trésor public? Quelles sanctions risquent-elles si elles ne respectent pas les nouvelles obligations? Oui, les entreprises bénéficiaires de conventions d'établissement doivent obligatoirement faire leur déclaration sous peine de nullité. Pourquoi? Parce que ces entreprises qui sont en convention bénéficient des avantages fiscaux. Notamment, il y a des impôts pour lesquels elles sont exonérées. Et donc, pour que l'administration ait la valeur de ces exonérations, il faut qu'il fasse des déclarations. De telle sorte que l'impôt exonéré, mais il faut déclarer. Et ça permet à l'administration de quantifier la dépense fiscale pour savoir l'État a accordé des avantages fiscaux à une entreprise. Bon, en contrepartie, voilà ce que l'État a perdu parce que l'entreprise-là a généré les emplois au niveau de l'espace économique. Le non-défaut de cette déclaration, on va lui retirer les avantages dont elle était bénéficiaire. Toutes les dispositions que vous avez énumérées sont-elles déjà applicables? Oui, la loi, elle est applicable dès le 1er janvier. Si on se réfère de l'article 76 de la loi organique liée aux finances publiques, quand la loi est promulguée,
est publiée au journal officiel, en tout cas, elle est exécutoire dès le 1er janvier. Et donc aujourd'hui, c'est pas le fait qu'on a fait la vulgarisation aujourd'hui, le 2 juin, qui va faire de telle sorte que la loi commence à s'appliquer aujourd'hui. Non, la loi a commencé à s'appliquer depuis janvier, parce que ça a été déjà publié et promulgué dans le journal officiel. Est-ce que c'est une question que beaucoup de téléspectateurs, de Congolais se posent? Pourquoi c'est en juin 2026 qu'on vulgarise alors que la loi est censée entrer en vigueur depuis janvier 2026, comme vous l'avez rappelé? On avait eu une activité très forte au niveau du pays, notamment les élections présidentielles. Et cela a influencé le calendrier du ministre, sinon du gouvernement. Vous avez vu que après les élections présidentielles, le gouvernement, le Premier ministre avait déposé la démission. Et du coup, cette démission du gouvernement met de telle sorte que l'administration ne pouvait pas communiquer parce que il fallait avoir le nouveau gouvernement et le calendrier du ministre, ainsi de suite. Tout ça là a influencé le programme de vulgarisation. Mais qu'à cela ne tienne, elle était rentrée en vigueur depuis janvier 2026. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Cette fois-ci, c'est terminé. Nous vous laissons partir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame la journaliste. Au revoir. Merci beaucoup. Grand format, c'est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Druche Ngolo qui a réalisé le reportage. Merci à Bienvenue Monjo. Merci également à Francis Ikonga, Romuald OCT, Saturnin Bossolo, ainsi qu'à la grande équipe technique de Télécongo. Merci également au directeur général de la télévision nationale. Grand format, c'est tous les lundis et jeudis à partir de 21h30 sur Télécongo, mais également sur nos plateformes YouTube et TikTok. Au revoir et à lundi prochain.